j'accueille Antoine Lefebvre, qui est Product Manager dans la société Sendinblue et qui est en charge en fait des produits ou des services conversationnels. Bonjour Antoine. Bonjour. Avant de rentrer plus dans ce qui concerne l'aspect chatbot qui nous intéresse, est-ce que vous pouvez un peu nous repréciser quel est le cœur de métier de Sendinblue ? Tout à fait. Donc Sendinblue est une société française dont le cœur de métier, l'histoire est liée donc à l'email marketing, donc l'envoi d'emails sous toutes ses formes. Donc on connaît bien sûr la partie newsletter, mais ça va bien au-delà des newsletters. Ça peut être aussi des emails dits transactionnels, typiquement les emails que vous recevez quand vous avez oublié votre mot de passe ou quand vous avez passé une commande sur votre site web. Voilà. Donc l'envoi d'emails sous toutes ces formes, d'où le send d'ailleurs qui est dans le nom, c'est vraiment le métier traditionnel de Sendinblue, même si dans les dernières années, l'offre a été en se développant bien au-delà du coup de ce cœur de métier. Alors, juste pour les gens qui écoutent et qui ne connaissent pas trop cet univers, on est bien d'accord que Sendinblue n'est pas une société qui fait de l'emailing, du spam et des choses comme ça. Vous êtes bien dans l'offre de services à destination des entreprises ou de tout type d'organisations qui souhaitent faire de l'email marketing avec... Tout à fait. Alors, nos clients sont ceux qui envoient. Par contre, vous faites bien de le mentionner, la lutte contre le spam, c'est vraiment une lutte de tous les instants chez nous. C'est quelque chose qui est souvent méconnu du grand public ou même d'ailleurs des gens qui travaillent dans la technique. La plupart des spammers passent par des services qui sont parfaitement légaux, légitimes. Donc les premières victimes des spammers, on va dire que c'est nous-mêmes, parce que bien évidemment, on ne veut pas qu'ils passent par nous. Ce qui fait que chez Sendinblue, il y a une équipe entière dédiée à ça, et de manière générale, l'ensemble des équipes vraiment travaillent à ce que les spammers ne puissent pas nous utiliser. Ce qui, des fois, il faut le savoir, ça crée des frustrations. Il faut s'imaginer un petit peu ce videur dans une boîte de nuit qui, des fois, est un petit peu trop strict. Donc, ça arrive que certaines personnes qui veulent envoyer des emails chez nous se retrouvent à être filtrées. Alors après, évidemment, on arrive à les rattraper. Mais voilà, certains clients, parfois... c'est des commentaires qu'on retrouve parfois sur le web en disant « je ne comprends pas, Sendinblue m'a refusé ». Voilà, il faut savoir que tout ça part vraiment d'une bonne intention qui est qu'on se doit de n'envoyer que des emails qui évidemment sont des emails désirés par le destinataire final et évidemment éviter toute forme de phishing ou autre abus. Alors, vous êtes basé en France, vous êtes basé où exactement ? Alors, on est basé en France. Ce qui est intéressant, c'est que la société, c'est d'avoir créé en Inde. Donc, Armand Tiberge, le président fondateur de Sendinblue, est parti en Inde en VIE. Et il a donc d'abord créé une première société en Inde. Donc, c'est assez intéressant de voir que dans la société, j'ai des collègues qui ont plus de 10 ans d'entreprise, qui sont des collègues basés à Delhi en Inde. D'accord. Donc, initialement... la quasi-totalité des troupes était à Delhi. Ça reste un gros bureau chez nous. Mais après, dans l'histoire de Sendinblue, donc Armand est revenu en France, a créé donc un bureau parisien qui est aujourd'hui le siège. Donc on a quasiment autant de personnes donc, en Inde qu'en France. Sachant qu'en Inde, il ne faut pas s'imaginer l'outsourcing classique tel que le pratiquent d'autres sociétés. On a des gens qui évidemment sont ingénieurs, mais également j'ai des confrères product managers par exemple. C'est vraiment un bureau à part entière. Et après, on s'est développé dans le monde. On a donc des bureaux à Berlin notamment, puisqu'on a racheté en 2017, si ma mémoire est bonne, donc, ce qui était notre principal concurrent allemand, Newsletter2Go, donc, qui est devenu Sendinblue Allemagne, avec donc un bureau berlinois et également une présence en Amérique du Nord, à Seattle et à Toronto. D'accord. Et ça représente du coup à peu près combien de collaborateurs ? Eh bien, ça n'arrête pas de grossir, donc il faut bien suivre. Donc, on est autour de 600 personnes maintenant. Déjà une belle société. Voilà, tout à fait. On est avec donc une très forte croissance. Quand moi j'ai rejoint Sendinblue à l'été 2020, il y avait moins de 400 personnes pour se faire une idée de la croissance. Donc c'est une croissance très rapide, donc visiblement qui n'a de cesse d'évoluer. Donc vers
fin 2021, c'est ça, quelque chose comme ça. Il y a eu une suite d'acquisitions, 3 acquisitions quasiment simultanées. Vous pouvez nous en dire plus? Quel était l'objectif de ces acquisitions? Et je pense que c'est aussi ce qui amorce un switch vers aussi le conversationnel. Tout à fait. Alors avant ça, je vais évidemment vous parler de ces acquisitions donc de 2021. Il faut savoir qu'il y en a également une avant qui m'a concerné directement, puisque moi j'ai rejoint Sendinblue en vendant ma startup qui s'appelle MakeLark, également dans le conversationnel et dans le chatbot à Sendinblue. Donc ça s'est fait à l'été 2020. Donc on a parlé de Newsletter to Go. MakeLark a été la deuxième acquisition. Et après, effectivement, il y a eu 3 acquisitions d'un coup, pour le dire de cette manière, qui correspondent vraiment à une volonté d'accélération. Sendinblue avait levé des fonds à la toute fin 2020, début 2021 de mémoire, avec donc notamment le but d'aller plus vite qu'on ne l'aurait avec notre croissance organique qui est déjà forte, mais vraiment donc de mettre un coup d'accélérateur supplémentaire. Et donc dans ces 3 acquisitions, donc Chatra, Metrilo et Pushall, elles ont toutes les 3 un dénominateur commun, c'est l'e-commerce. Donc Sendinblue monte vraiment en puissance sur l'e-commerce. Les 3 sociétés que j'ai évoquées ont toutes notamment une présence vraiment forte dans le monde Shopify. Et donc ça, c'était vraiment le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est typiquement ce qu'on a évoqué un peu plus tôt, à savoir que Sendinblue donc se développe au-delà de son métier traditionnel de l'email marketing. Et donc ces 3 sociétés, c'est important de le noter, aucune d'elles ne fait de l'email. Donc Pushall, c'est un nouveau pour nous canal de communication qui sont les notifications push. Metrilo, c'est pour donc fournir de l'analytics et de manière générale, on va dire de l'intelligence, du reporting aux e-commerçants. Et Chatra, dont j'imagine qu'on va reparler plus en détail, c'est du chat et du chatbot, mais également avec une très forte présence sur l'e-commerce. D'accord, donc si je comprends bien la démarche, la vision, c'est une démarche en fait verticale sur un secteur, le e-commerce, dans l'idée en fait de déployer, on va dire, une gamme d'outils qui permet un peu de superviser son e-commerce sur tous les aspects relationnels, quoi, en fait. Tout à fait. On a, nous, vraiment une vocation, c'est parfaitement affirmé, d'être un guichet unique, un one-stop shop, comme on le dit souvent. Notamment parce qu'on a une clientèle, c'est quelque chose qui est parfois méconnu, parce que c'est vrai que les scale-ups en France et en Europe ont généralement une base de clientèle plus de grands comptes, d'enterprise, comme on dit souvent, ce qui n'est pas le cas de Sendinblue. Ça, c'est vraiment un point qui est important de savoir. On a des grands comptes qui travaillent avec nous, on est très contents, mais vraiment notre mission, notre raison d'être, c'est d'aider les petites entreprises à se digitaliser. Donc Sendinblue a énormément de clients en nombre. Vous avez une idée du nombre de clients que ça représente? Alors, de mémoire, c'est un chiffre qui probablement a évolué depuis. On avait 180 000 clients payants. Oui. Voilà. Et donc, avec un ratio de 80% de PME, et sachant que dans ces PME, il y a aussi beaucoup de TPE. Donc, l'utilisateur Sendinblue classique, c'est très souvent un dirigeant d'une petite entreprise, un business owner, comme on dit, il y a beaucoup d'anglicismes chez nous, qui est souvent au four et au moulin, qui fait beaucoup de choses et qui a besoin de nous véritablement pour se digitaliser et qui est face à une vraie complexité en termes d'outils. Et donc, de voir les outils se multiplier, les canaux se multiplier, c'est quelqu'un qui souvent manque de temps, puisqu'il est très pris par son activité première, par son business, et c'est quelqu'un aussi qui souvent manque de compétences. C'est pas nécessairement un pro du marketing. Donc, il sait qu'il doit faire des choses dans le digital, il est parfaitement conscient que le futur de son entreprise passe par le digital, mais comment le faire, où le faire, c'est un vrai sujet pour lui. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il vient nous chercher, pour qu'on lui offre cette gamme complète, mais aussi suffisamment simple pour qu'il puisse la mettre en œuvre. Il ne s'agit pas non plus... logique de package, en fait, un peu... Voilà. Mais par contre, on va vraiment essayer de fuir une logique plus de suite logicielle où on viendrait juxtaposer des produits les uns à côté des autres, parce que ça ne lui résout pas forcément son problème à ce business owner. Ça reste finalement, certes, tout est sous le même toit,
mais n'est pas forcément véritablement unifié. Donc, il y a après toujours une vraie difficulté de compréhension, de mise en place. On veut que Sendinblue reste un produit unique, un produit riche en fonctionnalités et qui couvre un éventail de fonctionnalités larges, mais malgré tout qui reste unifié. Donc, pour en revenir à votre question initiale, il y a évidemment une volonté sur la verticale e-commerce d'être meilleur et de se développer, mais il y a aussi toujours, on est parfaitement dans notre mission qui est de fournir la plateforme la plus complète à nos clients, à ces petites et moyennes entreprises, pour qui, eh bien, s'ils peuvent tout faire par Sendinblue, on leur rend un vrai service. Alors, parlons à présent de Chatra, parce que c'est un peu le moment, sauf si vous voulez nous dire un peu, justement, votre arrivée au sein de Sendinblue, au moment en fait, où vous vendez votre activité, c'est quoi la logique derrière et à la limite, pourquoi après on rachète en plus Chatra, enfin, racontez-nous un peu en quelques mots comment ça s'est passé en fait. C'est assez intéressant effectivement de voir tout ça en termes d'acquisition, de stratégie d'acquisition. L'acquisition donc de MailClark, la startup que j'ai cofondée. MailClark en 2 mots, c'est donc un client, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire un logiciel email, réseaux sociaux et chat dans une moindre mesure, ça a son importance, qui a une particularité, c'est que plutôt que d'être un outil à part, je parle toujours au présent, parce que MailClark existe toujours, plutôt que d'être outil à part que vous venez installer, existe uniquement à travers de Slack et de Microsoft Teams. Donc typiquement, ça s'adresse à des sociétés, des PME dans leur vaste majorité aussi, on a cette même clientèle, qui cherche à centraliser un maximum leurs relations clients dans Slack ou dans Teams, parce qu'ils ont finalement toute leur communication interne qui déjà se passe dans Slack et dans Teams. Et donc pour eux, c'est l'étape suivante, c'est de dire, mais en fait, on pourrait très bien également se passer de nos boîtes email traditionnelles. Et donc MailClark leur permet que leur boîte email traditionnelle arrive dans un canal Slack ou Teams, et donc de gérer tout ça collectivement comme ils ont l'habitude de le faire. D'accord. Ça peut unifier les canaux en fait d'échange, de discussion, en unifiant l'email avec les outils de messagerie, quoi. C'est ça, c'est vraiment essayer de briser ce silo, c'est-à-dire que Slack ou Teams font un excellent travail pour remplacer l'email en interne, mais les utilisateurs continuent à jongler énormément entre Slack par exemple d'un côté et Gmail de l'autre, parce que leur communication externe continue à se passer dans leur boîte email. Et ça, pour le coup, c'est générateur de perte de temps, de perte d'énergie, de friction. C'est d'autant plus vrai sur des boîtes collectives, c'est-à-dire que quand vous êtes à gérer votre contact @monentreprise.com, arriver à ce que ces emails arrivent dans un canal Slack et à partir de là avoir toute la discussion interne qui permet de donner une réponse au client, c'est une vraie valeur. Donc comment on a été amené à rejoindre Sendinblue? C'était pas tant pour le produit lui-même, même si le produit fonctionne toujours. Donc Sendinblue continue à supporter ce produit-là. Par contre, c'est vrai que les outils Slack et Teams par rapport à la clientèle Sendinblue que je vous ai présentée restent des outils qui sont pour le coup encore minoritaires. Alors on est bien attentif à ce qui se passe dans ce domaine-là parce qu'on se dit que pour le coup il y a toujours quelque chose qui peut être fait. Mais vraiment, l'acquisition de MailClark, elle s'est faite pour la technologie sous-jacente. C'est-à-dire une des grandes missions de MailClark, c'est d'arriver à transformer des emails en messages de chat, adapter finalement ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on est venu rajouter à l'offre de Sendinblue, notamment pour nos clients en API. Donc, ils peuvent non seulement utiliser Sendinblue pour envoyer des emails, bien évidemment, mais également pour les recevoir. Donc, ce qui porte le nom dans le jargon de inbound parsing, c'est-à-dire cette transformation d'un email en autre chose, voilà, qui est une vraie difficulté pour les développeurs. Et il y avait aussi donc dans les technologies MailClark qui ont été amenées chez Sendinblue, ce que je vous ai décrit, à savoir la capacité de connecter des comptes email externes, un compte Gmail, un compte Outlook ou un compte IMAP classique, comme le fait finalement votre logiciel email que vous avez sur votre mobile ou sur votre smartphone. Et donc, ce faisant, de pouvoir synchroniser ces emails-là et vous le proposer dans une autre interface. Et donc là, typiquement, on va venir raccrocher les wagons aussi avec Chatra, puisque c'est une technologie que Chatra n'a pas. Et donc, typiquement, l'alliance de la technologie de MailClark avec le produit Chatra
va vraiment permettre à Sendinblue de proposer à ses clients un outil conversationnel complet. Alors, dites-nous en plus justement sur cet outil conversationnel. Donc, vous identifiez une société, donc Chatra, qui est d'origine russe, je crois. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'elle fait à l'origine et comment vous l'intégrez en fait dans ce pack technologique que vous êtes en train d'élaborer? Alors, typiquement, comment est-ce que ça se passe? C'est que donc Sendinblue souhaite accélérer, comme je vous l'ai décrit, et donc on identifie un certain nombre de points dans le produit, dans la plateforme, on va dire, sur lequel on n'est pas suffisamment fort et sur lequel il y a une possibilité de croissance externe. C'est-à-dire que ce qu'on peut tout à fait décider, ce qu'on fait par exemple sur notre CRM, on a fait le choix de développer notre CRM en interne, donc on a énormément fait grossir les équipes sur la partie CRM. Par contre, sur la partie donc, conversationnelle et notamment sur le live chat, on a un produit Sendinblue Chat qui fait son travail, mais qui est très embryonnaire, qui n'a pas, pour le coup, de fonctionnalité d'automatisation de chatbot, et sur lequel, finalement, par rapport à la concurrence, on était vraiment très loin d'être au niveau du marché. Donc, on identifie, là, pour le coup, une possibilité d'acquisition, et donc, on commence à identifier des cibles en fait, d'acquisition, des sociétés, en disant, voilà, quelles seraient les sociétés qui, finalement, pourraient s'intégrer à Sendinblue. Et donc, dans ces cadres-là, vraiment, ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est justement, est-ce qu'il y a un bon fit, je cherche le mot en français, une bonne correspondance entre la clientèle de l'outil, de la société dont on souhaite faire l'acquisition et celle de Sendinblue. Parce que parmi toutes les sociétés avec lesquelles on a parlé, il y a des produits qui sont des produits fantastiques, dans le monde du chatbot notamment, mais qui sont vraiment des produits dédiés au monde du grand compte, de l'enterprise, et pour lequel, typiquement, j'ai souvenir d'une société avec qui on avait parlé, pour lequel le processus de mise en place, qui n'a rien d'incroyable quand on sait ce qui est en jeu, mais on parle de 8 semaines minimum d'installation pour arriver à un outil de chat, un outil de chatbot qui soit performant. Ça, c'est évidemment, si vous repensez à mon business owner, qui déjà, c'est inimaginable. Donc, ça, pour le coup, ça a fait énormément le filtre. Or, Chatra, il y a vraiment, pour le coup, un lien direct. Donc, Chatra, c'est la même chose que Sendinblue, c'est-à-dire qu'ils ont des grands comptes qui les utilisent, mais parce que les grands comptes ont décidé d'utiliser Chatra, pas parce que Chatra a été les chercher spécifiquement. Chatra a la même philosophie que Sendinblue, à savoir permettre que même l'entrepreneur individuel, on a un certain nombre d'utilisateurs qui sont seuls à utiliser Chatra ou à utiliser Sendinblue, puisse le faire sans difficulté et que l'interface conversationnelle soit finalement la plus proche de ce qu'il connaît dans son monde perso. Donc, la prise en main de Chatra et donc la prise en main du nouveau produit chez Sendinblue qui s'appelle Sendinblue Conversation se fait sans besoin d'explication, évidemment sans besoin de manuel, parce qu'on retrouve finalement des codes que l'on connaît quand on ouvre son WhatsApp, quand on regarde ses SMS. On est vraiment dans un design d'interface et d'expérience utilisateur qui reprend les codes des outils B2C. On cherche absolument avec Chatra, et c'est le cas chez Sendinblue, à éviter les codes du logiciel B2B d'entreprise classique, parce qu'on sait très bien que ce que connaissent nos clients, et donc on leur rend un grand service en leur fournissant une interface pour laquelle finalement ils connaissent déjà tout, ils n'ont pas grand-chose à apprendre. Alors, maintenant, sur Chatra en tant que tel, qu'est-ce que c'est d'un point de vue utilisateur? Donc, on se connecte, alors je ne sais pas si c'est avec le compte Sendinblue, on va passer ces aspects techniques, pratiques, mais une fois qu'on est connecté à l'interface Chatra, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc j'ai vu qu'il y avait une partie donc live chat a priori qui existait, et puis après on peut associer à cette partie live chat, si je comprends bien, une partie chatbot. En tout cas c'est comme ça que moi j'ai interprété les choses. Et cette partie chatbot
permet en fait à la société de disposer d'un chatbot. Il m'a semblé que l'interface était assez simple, à la fois d'utilisation en termes de fonctionnalité. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire le périmètre en fait d'action, parce qu'on sait que dans l'univers des bots, il y a des choses extrêmement sophistiquées qui nécessitent du développement. Après, il y a des choses qui disposent on va dire d'un back-office no-code, mais qui peuvent permettre de faire des choses extrêmement élaborées aussi. Chatra, j'ai l'impression que c'est vraiment à destination de gens qui veulent pas justement non plus être face à un outil trop complexe et qui veulent vite arriver à un résultat d'une certaine manière. Donc, comment ça se passe pratiquement? Je suis ravi de vous entendre dire ça, puisque effectivement, c'est le vrai parti pris. Donc, dans cette acquisition et dans l'intégration, donc pour dire 2 mots sur l'intégration, pour l'utilisateur de Sendinblue, qui a déjà son compte Sendinblue, il peut d'ores et déjà accéder donc à une nouvelle app, un nouveau produit qui s'appelle Sendinblue Conversation. Il n'a absolument pas besoin d'aller sur chatra.com, même si le service chatra.com continue. Après, j'ai envie de dire, ça c'est un point de détail, mais on a déjà fait cette première partie de l'intégration. Et donc, véritablement, notre but, c'était d'avoir une offre qui soit simple. Ça, c'est vraiment un mot-clé. Donc tout le monde veut avoir des offres simples, mais avoir une offre simple, c'est forcément choisir. Et donc nous, notre manière de choisir, c'est parmi toutes ces sociétés avec lesquelles on a discuté de leur case d'acquisition, ça a été beaucoup aussi de parler à leurs clients, donc de voir qui ils sont et qu'ils nous expliquent comment ils l'utilisent. Donc il faut bien se rendre compte, voilà, un client de Chatra, ça peut être un e-commerçant norvégien qui a un garage et qui, en plus de son garage, vend des pièces détachées automobiles sur Internet. Et qui donc passe son temps à jongler entre les gens qui rentrent dans la boutique physique et puis les ventes qu'il a sur Shopify. Et ce qui est vraiment marquant sur Chatra par rapport à d'autres solutions, c'est que les fonctionnalités qui sont là sont utilisées. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir ces produits, comme on le voit souvent, qui effectivement ont une offre pléthorique, mais qui sont finalement utilisés à 20% par les utilisateurs, dans le cadre de Chatra, et c'est une vraie volonté aussi chez Sendinblue, on a une offre qui est moins pléthorique, on se recentre sur l'essentiel, mais l'essentiel est utilisé et l'essentiel rend service à l'utilisateur. Donc oui, ce que vous avez décrit sur la prise en main de Chatra, c'est vraiment ce que l'on souhaite avoir. Donc pour brosser le paysage fonctionnel, on a vraiment 2 piliers principaux. Le premier pilier principal, c'est la boîte de réception multicanal, appelons-le comme ça. Donc, avec pour le moment 3 canaux qui existent. Le live chat, donc typiquement pouvoir discuter avec les visiteurs de son site web ou de son app. Facebook Messenger. On n'est pas dans un outil, il ne faut pas s'imaginer un outil de community management, c'est-à-dire que là, on parle vraiment des messages privés qui sont envoyés à une page via une page Facebook. Et Instagram, même chose. Quand on parle d'Instagram, on ne parle pas de toute la partie publication de story ou de post, on parle de Instagram Direct, c'est-à-dire les messages privés qui vous sont envoyés via votre compte Instagram. Donc là, c'est le premier service que l'on rend à nos clients, c'est de leur fournir donc une interface unique pour l'ensemble de ces canaux, sachant que le nombre de canaux là, va aller en se multipliant, puisqu'on travaille là activement à l'intégration de WhatsApp. Donc de la même manière, si vous recevez des messages WhatsApp, ils pourront arriver dans Sendinblue Conversation. Et à l'intégration aussi de l'email, donc avec notamment la technologie MailClark, pour que vous puissiez donc également avoir les emails qui vous sont envoyés soit à une boîte collective, donc le contact que j'ai évoqué plus tôt, soit même potentiellement notamment des commerciaux qui souhaitent connecter leur boîte individuelle. Ils pourront donc recevoir tout ça dans cette même interface conversationnelle. Et ça déjà, ça rend beaucoup de services. Et le deuxième pilier, très important, c'est tout ce qui est l'automatisation ou la semi-automatisation. Ça, c'est un point très important. Il faut bien se rendre compte, moi, c'est quelque chose, pour la petite histoire personnelle, que j'ai bien vécu avec MailClark. Quand on a levé des fonds pour la première fois en 2016, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on arrive avec un chatbot pour Slack, le mot faisait rêver. On avait le mot magique.
2 ans plus tard, on a fait une nouvelle levée de fonds donc pour accélérer sur la startup. Et le mot magique était devenu un gros mot. Pourquoi ? Parce que ça, c'est, je pense, quelque chose que vous connaissez mieux que moi, vous qui êtes vraiment spécialiste du secteur. C'est qu'il y a tellement d'expériences de chatbots qui génèrent de la frustration, de la déception, que pour beaucoup de personnes, le chatbot ne véhicule pas forcément une image positive. Et donc, une fois de plus, si on en revient à notre client final, à notre garagiste norvégien, si on lui dit mets en place un chatbot, il faut pas croire, il va pas se dire ah super, c'est ce qu'il me faut. Il va plutôt être méfiant en disant oula, moi le chatbot, il a affaire au chatbot de sa banque et en fait, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut généralement l'éviter et puis arriver à parler à un humain. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Il veut vite être transféré vers l'humain. Ouais. Il cherche l'option donnez-moi un humain, exactement. Donc ce qui veut bien dire que quand on propose aux utilisateurs donc de Chatra haute conversation des outils, on leur propose donc aussi bien de la semi-automatisation que de l'automatisation. Parce que l'automatisation complète, ils sont vraiment conscients que c'est très difficile. Ils arrivent facilement à faire l'acte d'empathie et se mettre à la place de leurs propres clients et disent non mais moi j'aimerais pas finalement que ça soit uniquement à une machine que je parle. Donc ça typiquement ça prend quelle forme ? Il y a une chose qui peut paraître peu de choses sur lequel l'équipe de Chatra a passé énormément de temps, mais qui en fait est cruciale pour l'ensemble donc, de ces petites et moyennes entreprises. C'est le fait de transformer un visiteur inconnu en un contact. Parce que voilà, typiquement, si vous faites du live chat, vous avez des visiteurs qui viennent vous parler. Il faut bien se rendre compte que pour beaucoup de petites entreprises, c'est vu comme un centre de coût. C'est-à-dire que toutes ces conversations, s'ils manquent de temps et s'ils doivent déjà faire tourner leur business, potentiellement, ils pourraient souhaiter ne pas les avoir. Sauf qu'ils sont bien conscients que de la conversation naît aussi l'opportunité. Sauf que pour qu'il y ait une opportunité, il faut qu'on transforme donc, ce visiteur inconnu qui vient me parler, par exemple, d'une commande qui n'arrive pas, qu'on arrive à l'identifier et qu'on soit du coup en mesure de pouvoir le recontacter. Et donc, parmi les fonctionnalités de Chatra, donc on a amené dans Sendinblue, il y a alors le jargon du secteur parle de lead capture form, donc le formulaire pour capturer les leads. C'est un formulaire de contact avec un ensemble de paramètres qu'a mis en place Chatra qui sont vraiment très pertinents, sur lesquels donc nos clients vont pouvoir décider, par exemple, est-ce qu'ils en font une étape obligatoire ou pas. C'est-à-dire que typiquement, si on est face à des business qui cherchent à limiter le nombre de conversations qu'ils ont et qui ne veulent parler uniquement qu'avec des personnes identifiées, ils vont pouvoir faire que ce formulaire d'identification, pour l'appeler comme ça, soit un passage obligé pour que la conversation soit initialisée. D'autres, au contraire, qui vraiment veulent faciliter la prise de contact, en font une étape qui, pour le coup, est optionnelle. Et ils construisent également leur formulaire, quels sont les champs qui ont du sens pour eux. Typiquement, certains vont demander un numéro de téléphone parce que derrière, ils vont utiliser plutôt ce canal-là pour recontacter les gens. D'autres vont demander de l'email. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui peut être adapté et qui surtout se marie très bien. Donc là, on est en plein dans la mise en place de ce lien avec le reste de la plateforme Sendinblue, vous l'aurez compris, puisque typiquement, je transforme mon visiteur inconnu avec évidemment son consentement. Hein. Ça, il faut savoir aussi que c'est quelque chose de très important qui a été bien fait par Chatra, c'est d'avoir tous les différents outils, notamment dans le cas de la RGPD, pour que la personne qui s'identifie choisisse ou pas de recevoir des communications et soit bien consciente de ce qui est fait avec ses données personnelles. Et donc, ce faisant, on va pouvoir, donc avec ces contacts, ces visiteurs inconnus qui sont devenus des contacts, eh bien, utiliser le reste de la plateforme Sendinblue. Donc, ça peut être typiquement du marketing automation, c'est-à-dire les faire rentrer donc dans des workflows d'automatisation qui vont leur envoyer un certain nombre d'emails pour derrière potentiellement savoir plus sur leurs besoins, ou plus traditionnellement, ce que font beaucoup de petites entreprises, envoyer par exemple une newsletter périodique. Pour beaucoup, il faut savoir que c'est juste une newsletter tous les trimestres. Hein. Une fois de plus, vous questionnez en début d'interview sur le spam, il ne faut pas s'imaginer que ce soit des gens qui vont noyer leurs utilisateurs sous les emails. Donc ça, cet aspect-là est vraiment important, l'automatisation. Et enfin, on a vraiment une partie donc, de scénario de chatbot. Donc un aspect, on va dire,
conversationnel, plus d'automatisation de la conversation plus classique. Où là, pour le coup, on a fait le choix donc d'une interface qui n'est pas un arbre de conversation comme on peut le voir dans beaucoup de solutions où typiquement vous devez avoir en tête ces interfaces drag and drop où on peut vraiment créer, on visualise bien un arbre. Ça, c'est quelque chose qui, quand on est dans le métier, c'est très appréciable. C'est probablement quelque chose qu'on va être amené à mettre en place parce qu'on a ce type d'interface sur la partie marketing automation. Mais sur la partie conversationnelle, il faut bien se rendre compte que pour un certain nombre d'utilisateurs, quand ils voient ça, quand ils sont lancés là-dessus, ça les effraie plus qu'autre chose. Parce qu'ils ont toujours ce besoin de se mettre à la place de leurs visiteurs. Et c'est pour ça que dans Chatra, quand vous créez un scénario de chatbot, vous voyez toujours en fait le widget de chat. C'est-à-dire que vous voyez exactement ce que va voir votre visiteur. Pour bien vous rendre compte, voilà, le bot envoie un message, on a un certain nombre d'options qui sont cliquables et à partir de là, on vient dérouler un arbre. C'est évidemment un arbre conversationnel derrière, mais pas avec un choix d'interface qui le présente sous une forme arborescente. Et alors, c'est une plateforme qui utilise un moteur NLP, des choses comme ça, ou on est plus dans de la scénarisation avec un appui sous forme de bouton, de menu Quel choix vous avez fait? Alors, tout à fait. Il n'y a pas d'algorithme de machine learning ou d'intelligence artificielle derrière Chatra. On est tout à fait donc, dans une logique de scénarisation de boutons. C'est de même un parti pris, c'est-à-dire que ça, on est bien conscient que pour avoir donc, un moteur NLP qui fonctionne, c'est généralement des moteurs qui ont besoin d'être entraînés, c'est des moteurs qui ont besoin donc, d'être sectorisés. On a une vraie vocation généraliste. Donc on n'est pas spécialisé, quand bien même le vertical e-commerce nous intéresse beaucoup. De toute façon, on n'est pas spécialisé sur un domaine de l'e-commerce. Et donc on voulait vraiment éviter à tout prix justement cette déception qu'on a évoquée plus tôt, qui consisterait à dire, regardez, on a un smart bot qui est capable de répondre. Or, on sait très bien que ce smart bot qui est capable de répondre sur la base d'un algorithme d'intelligence artificielle, ça demande du temps, ça demande de l'entraînement. C'est certes techniquement possible, mais voilà, c'est clairement... nécessiterait pour votre business owner, justement, de passer pas mal de temps à entraîner le bot, etc. Et donc de comprendre aussi pour lui ce que signifie un entraînement d'IA, etc. C'est ça. Et ça, donc, pour le coup, c'est inenvisageable. Oui, c'est peut-être incompatible même, peut-être avec ces profils, en fait, de PME, où vous avez déjà des gens qui sont multicasquettes et qui devraient en plus endosser une casquette d'entraîneur de bot, de spécialiste de l'IA, avec tout ce que ça peut générer comme difficulté, et donc de se retrouver finalement avec un outil qui peut être bien fait, mais parce qu'on ne sait pas l'entraîner, en fait, un outil qui ne fonctionne pas vraiment non plus, quoi. Exactement. Il faut bien se rendre compte que ce qu'on entend, on passe beaucoup de temps à parler à nos utilisateurs, les interviewer. La phrase qu'on entend tout le temps, c'est je n'ai pas le temps et je ne sais pas comment faire. Donc, par définition, si jamais vous rajoutez de la complexité et vous rajoutez des étapes chronophages, vous ne les aidez pas. Donc, c'est bien pour ça qu'on a fait le choix donc, d'un outil qui donc, ne se base pas sur l'intelligence artificielle. Par contre, on a quand même une vision pour aller donc dans cette direction-là. Et vraiment, la vision, ce qu'on rencontre qui a énormément de valeur et ce qui, pour le coup, est véritablement intelligent, c'est d'arriver à faire en sorte que l'ensemble des événements liés au parcours d'un client se retrouvent dans la plateforme Sendinblue. C'est-à-dire que, typiquement, si on prend l'exemple d'une boutique Shopify, j'ai en tête un vendeur de savon. Là, je vous parle je suis basé à Pau, et dans le quartier ancien de Pau, vous avez donc un fabricant de savon qui a sa boutique et qui, pour le coup, a également sa boutique en ligne. C'est du Shopify, et donc ils ont tout un tas d'événements autour de leur vente, autour de leurs clients, que ce soit bien évidemment les commandes, que ce soit toute la partie marketing, les emails envoyés, les conversations qu'ils ont eues, et arriver à unifier l'ensemble de ces événements dans une même plateforme, et à partir de là, de pouvoir proposer des workflows d'automatisation, ça peut être extrêmement intelligent. Sans pour autant qu'on ait une intelligence artificielle derrière, on va arriver sur un parcours utilisateur qui est extrêmement fluide, puisqu'on va avoir par exemple quelqu'un qui va initier une conversation qui est plutôt une conversation de support.
On va donc l'identifier, notamment en utilisant là, le formulaire que j'évoquais plus tôt. Et à partir de là, on retrouve donc son historique de commandes. Donc on peut typiquement lui demander est-ce que vous avez une question qui correspond à une commande? Oui, à partir de là, venir lui lister ses commandes qu'il a en cours. Lui proposer après d'être contacté par SMS, par email, par notification push, puisqu'on fait ça également dès qu'il y aura des nouvelles sur sa commande. Et donc, on arrive à un parcours client qui est intelligent, qui est smart, mais parce que finalement, on a une exhaustivité des données, des événements qui sont réunis dans une même plateforme. Et ça, pour le coup, notre business owner, ça, il le comprend. Et alors, juste pour bien préciser ce que vous êtes en train de dire, on peut donc via Chatra et on va dire le Sendinblue conversationnel, quand on a une e-boutique sous Shopify, on peut utiliser le chatbot pour que votre client final vous dise où en est ma commande. Et le chatbot saura aller chercher la commande en question, c'est ça ? Alors, actuellement, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, via l'intégration Shopify, donc de Chatra et bientôt celle de Sendinblue Conversation, récupérer les informations liées à un contact particulier. Donc, vous allez avoir un historique de commande. Et vous allez avoir également, si vous êtes en train de parler en live avec la personne, vous allez pouvoir voir le contenu de son panier pour vous rendre compte, typiquement, si sa question porte sur un des produits, vous savez directement de quoi il vous parle. Donc, ça veut dire une authentification commune entre Shopify et vos outils, de façon à ce que l'utilisateur final, en fait, pour lui, c'est transparent, en fait. Il ne se pose pas la question de savoir « Ah tiens, il faut que je me connecte au chatbot, il faut que je lui donne mon identité, ou alors il faut que je lui indique un numéro de commande, etc. » Il se connecte à son compte Shopify client, et via ce compte Shopify, il peut interroger vos outils qui ont été intégrés dans Shopify pour obtenir des informations sur ses commandes en cours, par exemple. Voilà, sachant qu'il faut bien voir aussi qu'un certain nombre de fois, le plugin de Live Chat, pour un certain nombre de nos clients qui justement cherchent à limiter le nombre de conversations qu'ils ont, ils décident de ne le proposer que dans l'espace client, c'est-à-dire là où les gens sont déjà identifiés. Ouais. Et là, pour le coup, on peut donner les instructions au widget de chat pour qu'il sache à qui il est affaire. Donc, comme vous avez tout à fait raison dans ce que vous décriviez dans le parcours, la personne qui du coup lance le chat est une personne qui est par définition déjà identifiée parce qu'elle est dans l'espace client. Le widget de chat le sait et à partir de là peut dérouler une expérience qui soit personnalisée. Donc c'est quand même un outil assez puissant parce que même sans IA derrière, sans NLP, etc., et avec des outils finalement d'apparence simple, on arrive quand même à répondre à des questions très précises et individualisées, quoi. Tout à fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a cette vraie volonté. Et comme vous le dites, on peut y arriver sans pour autant utiliser l'intelligence artificielle. C'est finalement l'intelligence du système qui permet ça, à automatiser une grande partie donc, des demandes, qui sont en plus effectivement des demandes qui sont souvent répétitives, qui sont souvent chronophages, qui sont celles qui agacent aussi les e-commerçants. Donc oui, il y a tout à fait cette possibilité via un outil d'apparente simplicité. Mais justement, on va au-delà de justement la FAQ anonymisée. On est dans une relation personnalisée avec le client, quoi. Oui, puisque alors là, il y a une vraie... Pour le coup, effectivement, c'est pas du tout la même approche. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui vient lancer une conversation sur un site d'e-commerce ou l'utilisateur qui vient se renseigner sur une FAQ, on n'est vraiment pas dans le même parcours. On a l'impression qu'on arrive à la même chose. L'information finale est peut-être la même, mais en tout cas, l'expérience utilisateur, le parcours utilisateur est très différent. Et pour tout un tas de typologies d'utilisateurs, vous ne les ferez pas aller dans une FAQ aussi bien construite soit-elle, parce qu'ils ont vraiment cette habitude de dire ce qui est assez... La conversation, c'est quand même... On est en train d'avoir une conversation, vous et moi, c'est quand même le propre de l'humain, c'est ce qu'on aime avoir.
Donc, pour tout un tas de personnes, aller chercher une information dans une FAQ, ça n'a rien à voir par rapport à initier une conversation avec quelqu'un, quand bien même le résultat est le même. Donc, amener dans une interface conversationnelle un certain nombre d'informations qui sont disponibles par ailleurs, ça c'est un vrai enjeu, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qu'on s'apprête à faire d'ailleurs dans d'autres domaines. On a fait une dernière acquisition là très récemment, dont je ne vous ai pas parlé, qui s'appelle Meetfox. Donc Meetfox, c'est de la gestion de calendrier et de prise de rendez-vous, un concurrent de Calendly que beaucoup, j'imagine, d'entre vous connaissent. Et voilà, typiquement, ça va nous permettre de proposer dans une conversation un choix de rendez-vous, une prise de rendez-vous. Et pareil, c'est pas la même chose quand bien même Meetfox intégré à Sendinblue va permettre d'avoir une page sur laquelle on va pouvoir venir sélectionner donc un créneau disponible. C'est pas la même approche, c'est pas la même démarche que je suis en conversation avec quelqu'un et l'opérateur ou le chatbot peut à tout moment venir pusher donc ce calendrier au sein de la conversation. C'est quelque chose qui est très fluide, c'est quelque chose qui est très naturel et pour le coup qui peut donner d'excellents résultats. Alors justement, revenons sur la fonction de lead marketing là, qui est intégrée à Chatra, parce que ceux qui vont nous écouter vont dire peut-être, mais moi j'ai un formulaire sur une page web pour faire mon lead marketing, ça me suffit quoi. En quoi l'avoir dans une interface conversationnelle, c'est quelque chose qui m'apporte un plus. Est-ce que vous avez des retours d'expérience par rapport à ça, ou est-ce que vous avez des informations même sur des taux de transformation plus importants que sur une page web? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? En quoi cette fonction de chatbot de recrutement de prospects est quelque chose de plus intéressant finalement qu'une page web très designée avec tout ce qu'il faut en termes de formulaire pour essayer de recruter un prospect? Alors, je pense qu'il faut pas opposer. C'est-à-dire que venir dire que nécessairement l'un est mieux que l'autre, ça serait pour le coup un peu abusif. Abusif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça correspond à des parcours utilisateurs. C'est vrai que beaucoup du travail du marketing digital, c'est d'identifier ces différents parcours utilisateurs, les différentes aussi, essayer de comprendre les intentions qui sont derrière les utilisateurs. Or, là, on est souvent face à des parcours différents. Donc, typiquement, Sendinblue propose bien évidemment des formulaires d'inscription qu'on peut proposer, que ce soit sous forme de pop-up intégré, etc., qui peuvent correspondre typiquement, si je suis dans le cas de quelqu'un qui a une stratégie de contenu, ou un blog tout simplement, où je publie, là, à voir dans le parcours de l'utilisateur et d'un article, la possibilité de s'inscrire en disant cet article vous intéresse, inscrivez-vous à la newsletter, ça a énormément de sens et ça va du coup aussi avoir donc une transformation qui peut être bonne, évidemment si le contenu lui-même est bon. Mais c'est pas la même intention, c'est pas le même parcours utilisateur que quelqu'un qui vient vous chercher. Typiquement, si je reprends le cas d'un utilisateur qui est non identifié sur un site web, donc probablement effectivement un prospect et qui vient vous parler parce qu'il est sur votre page de tarifs et qui ne comprend pas bien vos tarifs, c'est pas du tout quelqu'un qui, de toute façon, se serait inscrit à votre newsletter parce qu'il est de toute façon pas sûr de vouloir faire appel à vos services. Oui, les motivations en fait d'engagement sont pas les mêmes, quoi. Exactement. Voilà. Et puis on est probablement aussi à des moments dans la customer journey, comme on dit, dans le parcours utilisateur, qui peuvent être aussi différentes. Et donc à ce moment-là, quand on est dans une conversation donc initiée à sa demande, pour le coup, ce qui change aussi beaucoup les choses, c'est-à-dire que la motivation, l'engagement, là, c'est vraiment l'utilisateur qui décide de venir vous parler, de lui proposer, donc comme je vous l'expliquais plus tôt, soit de manière optionnelle, soit obligatoire, de venir s'identifier. Et ben là, pour le coup, on peut effectivement avoir un taux de transformation qui est excellent. Tout simplement parce que cette personne est en demande, en recherche d'informations, donc ce faisant, elle est prête à s'identifier. Mais je n'irais vraiment pas comparer, si vous voulez, juste de donner un taux de conversion tel quel et de dire, regardez, il est meilleur, ça serait pour le coup, effectivement, vraiment réducteur, parce qu'on est tout simplement sur des moments différents, avec des motivations différentes. D'accord.
Est-ce que Sendinblue envisage d'aller vers l'utilisation du bot, parce que visiblement il y a tous les outils qu'il faut, par email? C'est-à-dire, bien sûr. Je sais que dans Sendinblue, parce que je les ai moi-même utilisés, il y a des outils qui permettent de scénariser, en fait. C'est pas qu'un système d'envoi d'email. Il faut que les gens qui écoutent comprennent et aillent voir. Il y a aussi des fonctionnalités très intéressantes où on peut scénariser, en fait, à l'avance un certain nombre d'emails, et en fonction même de la réaction que la personne peut avoir par rapport à l'email, changer, en fait, le cours du scénario. Et plutôt que lui envoyer l'email B, on va lui envoyer l'email B2 ou l'email C en fonction de son comportement. Et donc, on pourrait imaginer que quelqu'un à qui j'envoie, par exemple, ma newsletter, s'il me répond, ou parce que je l'ai incité à ça, c'est mon bot qui lui répond en fonction de la question. Est-ce que c'est des choses que vous imaginez ou c'est trop futuriste? Non, on est complètement dedans. Alors, effectivement, ce que vous avez expliqué est tout à fait existant dans la plateforme, dans la mesure où on a donc un outil qui a été créé, pensé donc de marketing automation. Moi, j'essaye de ne pas utiliser que des termes anglais, justement, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu perdus par rapport à ça. Donc, donner la traduction de tout ça, parce que sinon... Tout de suite, exactement. Je voulais amener une définition à ça. Donc, l'idée donc, de la marketing automation, c'est d'avoir des recettes d'automatisation avec quand même une particularité par rapport à d'autres formes d'automatisation, c'est qu'on est... Le point de départ est souvent un contact, c'est-à-dire typiquement un point de départ très, très utilisé, c'est vous rajoutez un contact à une liste. Voilà, donc vous avez un nouveau contact dans votre liste qui vient d'un formulaire ou parce que vous l'avez ajouté vous manuellement. Et à partir de là, vous allez venir dérouler donc une recette d'automatisation. Donc une recette d'automatisation, comme vous l'avez décrit, ça peut être très bien un certain nombre d'emails qui sont envoyés pour venir expliquer vos services. Ils peuvent comprendre des boutons, des liens, et vous pouvez à partir effectivement de l'intérêt, des clics, des ouvertures, dérouler différents parcours d'emails. Par contre, on est vraiment donc toujours dans un email qui a même dans son look en fait. Si vous regardez les emails qu'on voit, évidemment, vous pouvez faire les templates que vous voulez, mais c'est vraiment pensé plus pour un email qu'un email de communication, un email, on va dire, de marketing commercial. Et ces emails sont envoyés à partir des serveurs de Sendinblue, ce qui assure la délivrabilité, mais on n'est pas dans la conversation. Ce que l'on va venir faire, est-ce qu'on là vraiment monte en puissance, c'est qu'on va sortir donc de l'automatisation qui est purement marketing pour proposer de l'automatisation dans l'ensemble. On l'a évoqué plus tôt. Notre but, c'est vraiment, vous l'aurez compris, que je parlais d'événements. C'est finalement tous ces ingrédients qui constituent votre relation avec vos clients. Donc, qu'est-ce que c'est que ces ingrédients-là? C'est donc évidemment les communications que vous avez faites, mais c'est aussi les conversations que vous avez. Ça peut être dans la partie CRM qu'on a toutes les tâches que vous créez. Il y a aussi une partie pour gérer vos affaires, en fait, que les commerciaux donc, viennent créer des affaires. Donc, tous ces ingrédients vont rentrer dans le mix de l'automatisation. Et ça veut aussi dire que tous les canaux de conversation, donc que ça soit l'email, mais là pour le coup, votre boîte email, l'email interpersonnel, donc par exemple frédéric@gmail.com, ou également donc votre compte WhatsApp par exemple, tous ces ingrédients-là vont pouvoir rentrer dans un mix d'automatisation ou, j'insiste bien sur ce point, de semi-automatisation. Donc on va pouvoir typiquement imaginer une séquence d'email où typiquement, un commercial qui ferait de la prospection viendrait envoyer un premier email. Cet email serait envoyé depuis son compte email individuel, depuis un compte Gmail par exemple. Et à partir de là, à tout moment de pouvoir éventuellement débrayer parce qu'il y a une réponse qui est donnée et donc il continue la conversation de manière manuelle et de pouvoir rembrayer à un moment donné un autre scénario. Pour l'utilisateur qui est en face, c'est parfaitement transparent, c'est-à-dire que lui reçoit des emails, il a finalement une conversation, tout ce qu'il y a de plus fluide. Par contre, pour notre client, dans son interface conversationnelle, il va parfaitement voir cet email est issu de telle recette d'automatisation, cet email, vous l'avez envoyé vous, et donc il va retrouver finalement toute cette historique de conversation avec les différents événements. Et ça, pour le coup, effectivement,
y a énormément de puissance derrière ça, puisqu'on utilise l'automatisation et donc on utilise la machine à bon escient. C'est-à-dire que c'est vraiment pas dans une logique j'automatise la totalité de mon workflow parce que j'ai cette illusion que je vais être capable de recréer une conversation humaine. Voilà, la conversation, c'est vraiment le propre de l'homme. C'est ce que le jour où les machines arriveront à recréer les conversations, on aura peut-être des soucis à se poser. Donc, il faut vraiment être conscient que être capable, voilà, de débrayer, rembrayer. Donc, à l'inverse, effectivement, quelque chose qui est, vous êtes au cours d'une conversation peut-être plus orientée support, et là, vous vous rendez parfaitement compte que la personne derrière se pose une question sur l'expédition de son colis. Ah ben là, à partir de là, vous enclenchez votre recette d'automatisation qui va faire un bien meilleur travail que vous, parce que déjà, elle va être plus rapide, et peut-être parce qu'elle a tous les bons liens à donner à cette personne pour récupérer son colis. Mmh. Le fait que comment est-ce que ça se passe sur la gestion en fait de toutes les données personnelles, parce que du coup là vous avez quand même beaucoup de choses, vous avez tous les emails, enfin une société, je veux dire, je parle à la fois de Sendinblue et puis je parle à la fois de l'utilisateur final, parce qu'en fait ça se superpose un peu en fait à ce niveau-là. Donc moi, business owner, j'ai, je sais pas quelle est la moyenne, je vais dire n'importe quoi, j'ai 5000 emails de prospects en tout genre. Je discute avec, enfin je leur envoie de la newsletter, de l'email, j'utilise vos scénarios d'automatisation des emails, j'utilise le système de chatbot, j'ai accès à des analytiques qui sont liés au comportement de mes 5000 prospects, clients. Où sont les données? Comment est-ce qu'elles sont stockées? Comment est-ce que tout ça est sécurisé? Bien sûr. Ce qui est une question effectivement qui est cruciale. Alors, en tant que Sendinblue, en tant qu'éditeur de logiciels, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit outiller nos clients pour qu'ils puissent mettre en place donc des politiques qui soient respectueuses de la RGPD, qui soient de manière générale respectueuses donc de la protection des données individuelles. Ça veut dire un certain nombre de choses. Ça veut dire que déjà, on leur donne les outils pour qu'ils puissent récolter de manière éclairée le consentement de leurs utilisateurs. Ça veut même dire qu'on va jusqu'à, vous avez évoqué par exemple à un moment donné, j'ai ma liste de 5000 contacts. Il faut savoir que si Sendinblue, vous arrivez et vous importez comme ça une liste de 5000 contacts, on va nous faire un certain nombre de vérifications là-dessus pour s'assurer, par exemple, que vous n'auriez pas acheté, parce que vous devez recevoir les mêmes emails que je reçois moi, de personnes mal intentionnées en me disant, hélas, voilà, j'ai 15 000 utilisateurs de je ne sais quel de ton concurrent, je peux te vendre la liste. On est tout sauf dans l'opt-in. Donc, à l'import des contacts, on a un certain nombre de vérifications qui se fait. Et à partir de là, notamment sur le chatbot, donc, et ailleurs dans la plateforme, on vient outiller nos clients. Donc, ça veut dire que typiquement, si vous créez voilà, un formulaire, le fameux formulaire le lead capture form dont je parlais plus tôt, donc de capture de lead, vous allez voir que vous allez avoir donc, des cases à cocher qui expliquent est-ce que je souhaite ou pas recevoir donc, des communications marketing de la part de l'entreprise en question. Et ça, donc, dans la base de données de Sendinblue, cet opt-in ou cette non-opt-in va être pris en compte. On a la même chose, donc là on travaille donc avec WhatsApp, on est devenu partenaire de WhatsApp, et de même la collecte de l'opt-in là-dessus pour WhatsApp est effectivement cruciale. Donc on prévoit, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, excusez cette nouvelle anglicisme, mais du privacy by design, c'est-à-dire que c'est vraiment de prendre en compte dans tout ce qu'on fait cet aspect-là, de telle manière à ce que, alors après, on ne se substitue pas, quand bien même effectivement nos utilisateurs nous font confiance et viennent vers nous pour notre expertise. On les renseigne, on essaye de les éduquer au maximum, mais on leur explique quand même qu'on n'est pas non plus des avocats, qu'en fonction de leur activité, un exemple de mon collègue qui travaille donc dans l'équipe légale de Sendinblue que je trouve très parlant, il me dit typiquement si jamais vous êtes une entreprise chinoise cliente de Sendinblue qui fait du commerce avec des clients chinois, les demandes en termes de protection de la vie privée ne vont rien avoir à voir que si vous êtes par exemple une entreprise française qui fait du commerce en Europe. Donc de toute façon, en fonction de votre activité, en fonction de là où vous êtes dans le globe, on a besoin de conseils légaux
Et bien évidemment que Sendinblue ne va pas se substituer à ça. Par contre, les conseils légaux qui vont être donnés, il faut qu'on puisse les rendre réalisables. Et donc, un autre point, on a parlé du consentement, un autre point de la RGPD qui est très important, c'est le droit à avoir donc, ces données personnelles supprimées. Et donc là, pour le coup, de même, on outille nos utilisateurs pour qu'ils s'assurent que si quelqu'un fait la demande d'être supprimé de leur base de données, cette suppression se passe dans l'ensemble de leur base de données, de leurs canaux, et que cette personne-là ne se retrouve pas à être contactée lors typiquement d'un nouvel import. Un cas assez classique, on a supprimé le contact, mais on vient le réimporter par un autre biais. Là, pour le coup, Sendinblue s'assure que tout ça soit fait dans les règles de l'art. Et alors, après, tout ce qui est... Parce que là, du coup, avec un chatbot, vous conservez les conversations des clients. Oui. Donc, vous les stockez. Vous les stockez à quel endroit ? Alors, on les stocke à quel endroit ? Alors, typiquement, donc, le stockage des conversations dans Sendinblue utilise l'infrastructure de Chatra. Donc, ces conversations sont stockées en Allemagne, pour le coup. Et avec donc, les mêmes outils. Donc, de manière générale, la politique de Sendinblue sur le stockage des données, c'est de stocker un maximum de choses en Europe pour évidemment pour nos clients européens. Il faut bien savoir qu'après, on a énormément de clients, notamment aux États-Unis ou ailleurs, qui, eux, peuvent avoir une demande, évidemment, d'avoir des données qui soient stockées aux États-Unis. Et ce faisant, on leur propose des solutions. Mais typiquement, pour notre plus gros marché qui est l'Europe, on a donc du stockage qui se passe en Europe, et c'est vrai également pour les conversations. Et on leur propose bien évidemment les mêmes outils pour supprimer les conversations. C'est pas parce qu'on stocke ces conversations que elles vont être là gravées dans le marbre et gardées pour toujours. Donc quelqu'un qui typiquement ferait la demande pour qu'on l'oublie et que ces données soient supprimées, ça sera également le cas des conversations qu'elle a pu avoir avec un business. Par rapport au fait que Chatra soit russe et qu'en ce moment l'actualité soit quand même assez compliquée pour la Russie, comment est-ce que vous gérez ça ? Donc j'ai compris pour les données de toute façon sont stockées en Allemagne, donc en Europe. La technologie, je suppose qu'elle tourne sur vos serveurs, mais je dirais plus en termes humains, c'est-à-dire de relations de travail, etc. Comment ça se passe ? Alors, on continue à avoir des semaines compliquées. Ah oui. La société Chatra n'est pas russe, ça il y a un point important. C'est une société de droit américaine, qui a été rachetée. Par contre, l'équipe de Chatra est effectivement principalement russe. Alors, russophone, j'ai envie de dire, tous ne sont pas forcément présents en Russie, et aussi avec des Ukrainiens. Donc, effectivement, on a une équipe avec différentes nationalités. Donc oui, on a eu des semaines compliquées. On a été notamment inquiets pour un certain nombre de personnes, typiquement qui étaient présentes sur le territoire ukrainien. Fort heureusement, donc ces personnes-là sont saines et sauves. On propose, bien là pour le coup, il y a une vraie solidarité au sein de Sendinblue qui se fait. On leur propose de pouvoir se réinstaller dans différents bureaux. Donc on a là des personnes qui arrivent à notre bureau de Berlin, par exemple. En provenance d'Ukraine. Et autre chose, je pense qu'il est aussi très important de savoir, c'est que ça affecte énormément les Russes directement. Et donc dans l'équipe de Chatra, dans l'équipe de Sendinblue, on a un certain nombre de personnes là qui ont quitté la Russie en catastrophe, soyons francs, qui l'ont quitté tout simplement parce qu'elles ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, et aussi parce qu'elles sont bien conscientes que la situation peut devenir très complexe. C'est des gens qu'on a du mal à payer, faut le savoir. C'est des gens pour qui leur carte bleue ne fonctionne plus. Et qui, du jour au lendemain, vivaient à Saint-Pétersbourg et qui se retrouvent maintenant à Istanbul, et pour lesquels, effectivement... Mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est complètement inédit en Europe, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, et on a toujours été jusqu'à présent dans un univers technologique, on va dire, très soft, très... aseptisé, je dirais, de toute chose, avec une vision très idyllique de la technologie, très, très déconnectée de toutes les dures réalités qu'on pouvait vivre dans le monde. C'est vrai, je veux dire, la technologie, elle a un côté très californien, on va dire, très bonheur. C'est le bonheur en général. Et là, on est quand même dans une situation où
de plein fouet, de plein front, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, on est face à quelque chose. Donc je trouve que le témoignage est intéressant, quoi. Oui, oui, j'ai clairement des collègues qui vivent des semaines très dures, pour lequel, pour le coup, moi je suis épaté en fait de les voir travailler. C'est des gens à qui j'ai pas arrêté de répéter que le plus important, c'était pas le travail, le plus important c'était leur sécurité avant tout, leur bien-être aussi. Après, ils sont beaucoup à m'expliquer que justement le travail, dernièrement, c'est leur îlot de stabilité dans une mer d'instabilité. Donc voilà, mais il faut savoir qu'on a des gens chez Chatra qui répondent aux clients de Chatra et de Sendinblue. Depuis, on a eu ça, hein, quelqu'un depuis un bunker, enfin une station de métro transformée en bunker, et qui malgré tout restait connecté et qui malgré tout continue à répondre aux clients. Alors bien évidemment, nous on était lui dire mais tu sais, t'es évidemment pas obligé de faire ça. Et lui de nous expliquer non mais ça m'aide. Ça m'aide parce que ça me permet effectivement de sortir d'une certaine réalité, de me sentir aussi, de me sentir utile. Donc voilà. Donc après, nous, on essaye vraiment de leur apporter toute notre solidarité, tout le soutien, qui soit financier, qui soit aussi là dans les démarches de relocalisation, dans les démarches d'immigration. Donc là, pour le coup, on est extrêmement investi dans tout ça. Et puis par ailleurs, effectivement, continuer à travailler ensemble. Voilà, les choses se stabilisent un peu dernièrement, et ils sont beaucoup à me dire qu'ils sont heureux, en fait, qu'ils sont contents de retravailler, en fait, de refaire des choses, et puis de continuer à pousser le conversationnel chez Sendinblue. Alors, dernière question, comment là, Sendinblue a fait beaucoup d'acquisitions de technologies. Donc, oui. L'objectif, c'est d'intégrer tout ça le plus possible, j'ai bien compris, surtout par rapport au client que vous définissiez, qui était le patron de la TPE, voire le business owner seul, jusque la PME, voire la grande entreprise. Mais disons, moi, je pense plutôt au segment TPE, PME. Donc, vous, votre objectif en termes de technologie, c'est d'intégrer tout ça. Vous diriez qu'aujourd'hui, toutes ces technologies que vous avez rachetées, que vous avez réorganisées, etc., elles sont intégrées à combien de pourcents dans la plateforme Sendinblue? C'est-à-dire que moi, business owner, je veux profiter de tous ces outils. Je suis face à quoi exactement aujourd'hui? Alors, c'est une vraie bonne question, hein, surtout qu'il faut savoir que faire l'acquisition donc de sociétés, que ce soit donc pour les équipes, que ce soit pour les technologies, pour les produits, c'est effectivement quelque chose. Moi, je l'ai vécu en tant qu'acheté et puis en tant qu'acheteur, donc des deux côtés, c'est effectivement quelque chose qui est passionnant, mais qui est aussi extrêmement compliqué. Donc très clairement, sur les dernières acquisitions, alors évidemment encore plus Meetfox là, qui est complètement récente, on n'est pas du tout donc dans des intégrations à 100%. La forme que ça prend typiquement sur la partie donc qui vient de Metrilo, sur donc la partie analytics du e-commerce. On est donc sur des versions qui sont des versions privées auxquelles vous pouvez faire la demande pour les rejoindre parce qu'ils sont donc toujours en test. On a ça pour Sendinblue Conversation également, même là si on est vraiment donc le côté privé déjà assez large, puisqu'on a déjà des centaines maintenant, même des milliers de personnes qui utilisent, et on s'apprête donc à l'offrir à tous les utilisateurs de Sendinblue. On ne sera pas pour autant encore à une intégration à 100% de Chatra. Il y a un certain nombre de choses qui nous restent à intégrer, mais pour vous donner un pourcentage, on s'approche clairement des 75%. C'est déjà bien. Ce qui est déjà bien. Pour le coup, on a vraiment eu une intégration extrêmement rapide, extrêmement fructueuse. Là, on voit qu'on apprend pour le coup, et que ce qui a pu se passer donc dans le passé avec Newsletter2Go, avec MakeLark, a aussi permis de voir ce qui marche pas, que ça soit d'un point de vue humain, équipe, ou que ça soit d'un point de vue technologique. Et donc ça nous a permis effectivement d'aller très vite et de continuer à aller vite. Donc on devient on devient meilleur à l'acquisition de sociétés.
C'est quelque chose que voilà, il faut bien se rendre compte que dans le monde de la tech, les experts mondiaux de ça sont les Américains, les Californiens, qui eux font ça depuis de nombreuses années, et ce qui explique aussi une partie de leur succès. Là, il y a une vraie montée en puissance des acquisitions technologiques en France, notamment par des sociétés comme Saniblu, qui est certes une société assez grande, mais on n'est pas non plus un groupe de 10 000 personnes. Et donc, on développe ce savoir-faire. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus, on aime beaucoup utiliser le terme de champion, mais un champion de la tech, c'est aussi ça. C'est-à-dire parmi les compétences qu'a un champion de la tech, ça veut aussi dire être capable de faire de la croissance externe, le faire bien, et que, in fine, l'utilisateur final en bénéficie. Sans qu'on soit, je vous l'ai dit plus tôt, juxtaposer des produits les uns à côté des autres, c'est clairement pas notre ambition. Il faut qu'on soit dans une intégration fine pour que l'utilisateur ait un seul et même produit unifié. Écoutez, ça va clore notre conversation, justement. Merci beaucoup de ce témoignage et de cette présentation. Et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir, Frédéric.